Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Jean-Yves Bonnet. Bonsoir Madame Jean-Élie. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ça va? Oui, ça va, merci. Merci Jean-Yves Bonnet d'être sur ce plateau avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Vous avez la casquette de président de Contact Entreprise, qui est une association qui regroupe des entreprises martiniquaises. On va faire un point peut-être sur des vœux pour 2026. On est en début d'année. Vous êtes aussi secrétaire général de la Fédération régionale du BTP. Donc, vous avez un regard aussi sur l'activité économique. Mais là, je vous invitais parce que je voulais d'abord avoir votre point de vue sur ce qui est en train de se passer dans la Caraïbe à la faveur des récents événements qui ont été engagés par M. Trump, le président des États-Unis, et donc cet enlèvement du président Maduro, parce que vous êtes un observateur de ce qui se passe, de la vie caribéenne. Vous avez vécu 13 ans, il me semble, 13 à 14 ans à la Dominique en faisant l'aller-retour, mais vous étiez surtout implanté à la Dominique, au point d'avoir été président de l'Association des industriels de la Dominique pendant un certain nombre d'années. Tout à fait. Oui, voilà, donc la Caraïbe, effectivement, c'est un jardin qui m'occupe, déjà professionnellement depuis très longtemps, et puis qui me préoccupe aussi, parce que je pense que c'est l'avenir de la Martinique se joue en grande partie dans cet univers caribéen qu'il nous faut mieux connaître. Et d'ailleurs, parce que il y a un sujet qui est porté par les gens du BTP, qui est celui des normes aussi. Des normes, parce qu'on est très arrimé à l'Europe. Et vous, les normes, c'était quoi? C'est la norme EU, mais bon, vous êtes la norme RUP, c'est ça. Je cherche un petit peu Oui, alors c'est la norme CE, donc Communauté européenne, et avec un certain nombre de normes européennes dites EN, desquelles on peut maintenant s'affranchir, en tout cas du marquage CE. Et donc avec une possibilité d'ouverture sur notre bassin géographique pour les matériaux de construction donc, il y a un vrai enjeu. Nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc il y a un vrai enjeu en fait, il y a un vrai enjeu d'intégration. Donc comment vous vivez, vous, donc en tant qu'observateur, ce qui se passe là, et notamment cet enlèvement, ce chaos en fait? Est-ce que vous parlez de chaos? Comment vous voyez ça? Alors, est-ce que c'est surprenant, complètement surprenant? Oui, un peu, je dirais, par rapport à la méthode. C'est brutal. C'est quand même brutal de se réveiller en début d'année et puis de voir qu'un président, même s'il est contesté, même s'il n'a pas été reconnu par un certain nombre d'États, puisse se faire, je dirais, enlever en pleine nuit et extrader dans un autre pays, et la mise en examen, apparemment. Donc c'est assez choquant. C'est violent. C'est violent. Ça sidère. Il y a un effet de sidération de ce passage à l'acte, en fait. Oui, et on finit par se dire qu'en fait, si cela arrive, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Et à l'échelle des îles caribéennes, qui sont de petits territoires, ce sont des territoires qui vont subir, en fait, ces contre-coups internationaux, ces batailles entre grandes puissances. Et au milieu de tout ça, la Martinique et la Guadeloupe et la Guyane dans une moindre mesure essaient de s'intégrer dans un univers qui peut être profondément déstabilisé. Parce que ce qui est en jeu, alors il y a autre chose, on se dit que ce que M. Trump va chercher au Venezuela, c'est le pétrole, plus grande réserve de pétrole du monde, c'est aussi l'or d'ailleurs. Mais ce qui est en jeu, on a l'impression que c'est pas si nouveau, parce qu'il y a une doctrine qui a été énoncée en 1823, la doctrine Monroe, c'est on est chez nous ici, comme diraient d'autres personnes. Donc le continent américain, donc l'Amérique, c'est à nous. Donc le bassin caribéen, c'est à nous. Et puis certains rappellent qu'il y a eu des coups d'État qui ont été fomentés par la CIA. On parle du Chili, mais pas que. Pas que. Voilà, donc... non, c'est vrai que d'ailleurs le président Trump, dans sa conférence de presse post-événement... enlèvement, Beaucoup de force, on peut le dire comme ça. Il se réfère d'ailleurs à cette doctrine qui est peut-être un peu désuète sur certains aspects, mais en réalité, les États-Unis reprennent pied sur la zone et de manière très, très violente. Et surtout, beaucoup de spécialistes pensent que cela est fait pour contrer aussi l'influence de la Chine, qui est devenue, au fil des années, un acteur majeur. Alors, très discret, plutôt, je dirais, présent sur des sujets économiques, mais qui, finalement, a fait son trou. Mais alors, vous disiez tout à l'heure, donc, est-ce que la CARICOM
c'est une organisation qui traduit l'intégration en fait de tous les pays, en fait de certains nombres de pays de notre zone, notamment Trinidad et Tobago. Nous aussi, on est rentré comme associés en février de l'année dernière. Comme membre associé, oui, voilà. C'est en cours. Est-ce que ça fragilise cette intégration? Complètement, parce que dans cette crise entre les États-Unis et le Venezuela, il y a eu des tentatives d'abord d'installer du matériel militaire américain sur Grenade. Oui. Alors Grenade a réussi au prix de non-réponse à, je dirais, ne fâcher personne. Et puis, par contre, Trinidad a accepté effectivement de recevoir... Donc, Trinidad est voisin, donc effectivement, il y a des sujets, en fait. Oui. Il y a aujourd'hui des sujets entre Trinidad et le Venezuela, notamment des problématiques d'immigration clandestine vénézuélienne vers Trinidad, qui est aux prises avec une criminalité qui est très importante. Très importante, que certains attribuent aussi à des illégaux vénézuéliens. Ne cachons pas, et aussi au narcotrafic. Et donc, le changement politique intervenu à Trinidad au mois d'avril dernier fait que voilà, le Trinidad s'est beaucoup rapproché des États-Unis et ce faisant, s'est éloigné en fait d'une politique, je dirais, CARICOM plutôt favorable, je dirais, à un apaisement avec le Venezuela. Donc ça, comment dire, ça fendit à tout le moins, effectivement, s'il y avait consensus avant, mais là, non. Oui, la position de Trinidad, effectivement, était à l'opposé de celle des autres pays de la CARICOM, et ça crée une situation qui est très tendue aujourd'hui au sein de la CARICOM, et la Martinique et la Guadeloupe vont chercher à s'intégrer. Comment vous voyez ça, vous ? Alors, avec le temps, personne ne sait jusqu'où cette histoire pourrait aller, parce que le président Trump a fait un certain nombre d'annonces, il me semble un peu prématurées, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir vénézuélien reste en place, en l'absence de son président. Oui, mais il a promis pire à la vice-présidente qui va assurer l'intérim. Tout à fait. On verra bien ce qui se passera. Mais en tout cas, il y a une pression qui est mise sur les petits États, notamment de la Caraïbe, qui est importante, mais alors qui ne date pas de l'événement du week-end. Comment se traduit cette pression ? Cette pression se traduit sur la décision de modifier les règles d'attribution de visa, par exemple, sur lesquelles il y a un certain nombre de discussions en cours. Remise en cause des programmes de citoyenneté économique qui sont très importants pour les pays qui ont ces systèmes en place. C'est une partie importante de leur recette budgétaire. Et puis, d'autres demandes. On a vu hier, ces derniers jours, en tout cas, des demandes faites par les États-Unis à un certain nombre de pays d'accueillir des déportés. Sans passé criminel. Les gens qui ratissent, on va le dire, des gens qui sont rentrés illégalement, qui sont rattrapés par ICE. Par ICE, effectivement, et qu'on renvoie, en fait, pas forcément dans leur pays d'origine, mais qu'on renvoie dans des pays tiers. Et les États de la Caraïbe ont pour le moment... je dirais, certains accepté de recevoir ces déportés. Donc voilà, et puis il y a des discussions en cours toujours sur les droits de douane. On sait que c'est un outil de pression géopolitique. La Caraïbe avait été plutôt épargnée par les droits de douane élevés. Mais tout ça peut être remis en cause du jour au lendemain en fonction des intérêts de la puissance américaine. L'instabilité. Et vous, quelles sont les conséquences ? Vous, donc, j'ai rappelé que vous étiez président de Contact Entreprise, secrétaire général de FRBTP. Quelles sont les conséquences pour vous, à moyen terme, ou à court à moyen terme, sur nos activités, les activités de vos membres? Alors, une Caraïbe instable, alors qu'on était plutôt considéré comme un havre de paix et de tranquillité, c'est un mauvais coup porté au tourisme en général, même si notre tourisme est plutôt centré sur l'Europe, en provenance de l'Europe, mais on a vu par exemple que le Québec se développe bien, le Canada se développe bien cette année. Surtout qu'il y a eu des répercussions. Il y a des gens qui ont pu prendre l'avion, par exemple. Il y a eu des perturbations dans toutes les îles, y compris d'ailleurs chez nous, puisque dimanche, un certain nombre de vols ont été annulés. Donc tout ce qui perturbe en fait l'image et la quiétude, je dirais, de la région n'est bon
pour personne, et surtout pas pour les gens qui sont dans l'activité touristique. Mais au-delà de ça, l'intégration que nous souhaitons dans la Caraïbe, elle est surtout économique. Et tout ce qui se passe là peut changer drastiquement la donne et remettre en cause des opportunités que nous pouvons avoir aujourd'hui. Précisément, avant de se quitter, comment s'annonce, alors au-delà, même si on est obligé de prendre en compte effectivement ce contexte, comment s'annonce l'année 2026? Comment vous avez fini 2025, sachant que 2024 avait été assez catastrophique dans sa fin, avec la fermeture d'entreprises, avec un certain nombre de chômage, de personnes en chômage partiel. Tout à fait, oui. Comment ça s'annonce 2026? Alors 2025 s'est terminé aussi dans la douleur. On a sauvé, je dirais, pour l'économie martiniquaise, le dispositif L'Odéum. Je pense que c'était une de nos grandes batailles de 2025. Mais 2026, on l'a vu, commence sans budget. Donc ça veut dire qu'au-delà des perturbations internationales qui vont nous impacter, il y a aussi des perturbations et une instabilité nationale. Et on espère quand même que localement, en tout cas, on saura trouver... Il y a des élections aussi dans 3 mois. Oui, c'est un processus normal, démocratique. Mais on espère que ces élections permettront de retrouver une forme de stabilité en attendant les élections à la collectivité territoriale, mais qui sont prévues pour 2028. Donc on a encore un peu le temps. Il nous faut trouver de la stabilité au niveau national. Et puis, il faut qu'au niveau local, on trouve nous-mêmes nos solutions. Et c'est peut-être dans un environnement tout autour de nous qui devient incertain, qui s'effondre parfois, qu'on se serre les coudes et puis qu'on arrête peut-être la division localement pour qu'on trouve des solutions pour que l'économie martiniquaise s'en sorte, que les entreprises martiniquaises s'en sortent et puis qu'on évite le pire. Merci beaucoup, Jean-Yves Bonner. Merci de m'avoir reçu. Merci d'être venu nous donner un peu votre éclairage, vous qui aimez la Caraïbe, qui l'observez. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.